Dans le Paris de 1855, Joséphine, une jeune esclave noire de 23 ans aux dons linguistiques extraordinaires, vit dans l'ombre de la demeure d'une riche bourgeoise. Elle parle couramment cette langue et possède une capacité unique à traduire la poésie en préservant l'âme des mots. Quand le célèbre Victor Hugo cherche désespérément quelqu'un capable de traduire ses œuvres vers l'anglais, l'allemand et l'espagnol pour l'édition internationale des Misérables, le destin met Joséphine sur son chemin. Pendant des mois, elle travaille dans l'ombre, traduisant l'œuvre monumentale de Hugo avec un talent que même lui reconnaît comme exceptionnel. Mais quand vient le moment de publier, son nom disparaît. Elle devient invisible. Une note de bas de page. Une esclave sans nom qui a donné vie au mot de Hugo dans le monde entier. Combien de génies ont été effacés simplement parce qu'ils portaient la mauvaise couleur de peau? Avant de savoir le dénouement de cette histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne pour suivre de nouvelles histoires qui émeuvent, inspirent et transforment. Chapitre 1. La bibliothèque de Madame Claudine Moreau resplendissait sous la lumière dorée de l'après-midi parisien en ce mois de mars 1855. Les rayonnages de chaînes massives débordaient de volumes pression français, anglais, allemand, espagnol, italien. Joséphine, une jeune esclave de 23 ans à la peau d'ébène et aux yeux extraordinairement intelligents, époussetait méticuleusement chaque livre. Mais ce doit s'attarder sur les titres, ses lèvres murmurant silencieusement les mots dans leurs langues originales. Joséphine, pourquoi mets-tu si longtemps à nettoyer cette bibliothèque? La voix aigre de Madame Moreau claqua depuis le seuil. C'était une femme corpulente de 52 ans, vêtue d'une robe de soie verte, le visage perpétuellement pincé de mécontentement. « Pardonnez-moi, madame, » répondit Joséphine en baissant respectueusement les yeux, rangeant rapidement le volume de Shakespeare qu'elle tenait. « Je termine immédiatement. » Tu regardais encore les livres, n'est-ce pas? Comme si tu pouvais comprendre quoi que ce soit. Madame Moreau s'approcha, saisissant le livre des mains de Joséphine. Hamlet, en anglais. Quelle prétention de croire qu'une esclave pourrait lire cela. Joséphine resta silencieuse, mais son cœur se serra. Elle comprenait parfaitement Hamlet. Elle comprenait Shakespeare en anglais, Goethe en allemand, Cervantes en espagnol, Dante en italien. Née esclave dans une plantation de Haïti et amenée en France à l'âge de 10 ans, elle avait passé 13 années à écouter, observer, mémoriser. Les invités de Madame Moreau parlaient dans toutes les langues, citant les grands auteurs. Joséphine absorbait tout comme une éponge, apprenant seule à lire en observant les leçons des enfants, puis déchiffrant livre après livre en secret, la nuit, à la lueur d'une bougie volée. Descend aux cuisines. Madame Beaumont vient dîner ce soir avec un invité très important. Tout doit être parfait. Ce soir-là, alors que Joséphine servait silencieusement le vin aux invités dans le salon, elle entendit un nom qui fit battre son cœur plus fort. Victor Hugo. L'invité mystérieux était le célèbre écrivain lui-même, actuellement exilé politique, mais récemment revenu secrètement à Paris pour affaires éditoriales urgentes. « Monsieur Hugo, » disait Madame Moreau avec une admiration flagrante, « c'est un tel honneur de vous recevoir. Votre nouvelle œuvre, Les Misérables, fait déjà sensation. On dit qu'elle sera traduite dans toutes les langues d'Europe. » Hugo, un homme imposant de 53 ans aux yeux perçants et à la barbe grisonnante, sourit poliment mais sembla soucieux. « C'est précisément mon problème. Madame, mes éditeurs veulent publier simultanément en français, anglais, allemand et espagnol. Mais les traducteurs qu'ils ont engagés, ils traduisent les mots mais pas l'âme. Ils transforment ma poésie en prose plate. C'est inacceptable. Vous cherchez de meilleurs traducteurs? Demanda Madame Beaumont, une amie de longue date de Madame Moreau. Désespérément. Mais où trouver quelqu'un qui comprend non seulement les langues, mais aussi la poésie, le rythme, l'émotion de chaque phrase? Hugo soupira profondément. J'ai besoin de quelqu'un qui peut faire vivre mes mots dans d'autres langues comme s'ils y étaient nés. Joséphine, remplissant un verre, faillit laisser échapper la carafe. Elle savait qu'elle pouvait faire cela. Elle avait lu Hugo en français et avait même essayé, pour elle-même, de traduire certains passages vers l'anglais et l'allemand. Les mots dansaient naturellement dans son esprit, passant d'une langue à l'autre tout en conservant leur musique originale. Mais elle n'était qu'une esclave, invisible, sans voix, sans droit de parler. Sauf que cette nuit-là, alors qu'elle nettoyait le salon après le départ des invités, elle remarqua qu'Hugo avait oublié un manuscrit sur la table. C'était un passage des Misérables en français. Et dans la marge, des tentatives de traduction anglaise, visiblement insatisfaisantes, barrées rageusement. Joséphine regarda autour d'elle. Personne. Son cœur battait violemment. Elle prit une plume abandonnée, et sur une feuille vierge, elle écrivit sa propre traduction du passage. Puis, tremblante, elle plaça sa feuille entre les pages du manuscrit. Le lendemain, Hugo revint chercher son manuscrit oublié. Et sa vie,
comme celle de Joséphine, allait changer à jamais. Chapitre 2. Victor Hugo examina le manuscrit retrouvé dans le salon de Madame Moreau, fronçant les sourcils en découvrant la feuille supplémentaire insérée. Ses yeux parcoururent les lignes de traduction anglaise, puis s'écarquillèrent progressivement. Il relut une fois, puis une deuxième, puis une troisième fois, incrédule. « Madame Moreau, dit-il d'une voix tremblante d'excitation, qui a écrit ceci? C'est extraordinaire. C'est exactement ce que je cherchais. Cette personne a non seulement traduit les mots, mais a recréé l'émotion, le rythme, l'âme même du texte. » Madame Moreau prit la feuille, perplexe. « Je ne sais pas, monsieur Hugo. Peut-être un de mes domestiques a-t-il trouvé ce papier ailleurs et l'a placé par erreur dans votre manuscrit. Non, regardez. C'est écrit directement en réponse à ma tentative ratée dans la marge. Quelqu'un dans cette maison a lu mon texte hier soir et l'a traduit. Qui? Je dois absolument savoir qui. » Joséphine, qui servait le café et avait entendu toute la conversation, sentit son sang se glacer de peur et d'espoir mêlés. Elle avait agi impulsivement, sans penser aux conséquences. Maintenant, elle allait être découverte. Interroger les domestiques suggéra Hugo avec insistance. Cette personne est un génie linguistique. Je dois la trouver. Un par un, les domestiques furent questionnés. Tous nièrent. Finalement, ce fut le tour de Joséphine. Elle se tenait devant Hugo et Madame Moreau, les mains tremblantes, les yeux baissés. « Joséphine !» demanda Hugo doucement, remarquant quelque chose dans son attitude nerveuse. « Sais-tu lire et écrire ?» Madame Moreau rit amèrement. « Monsieur Hugo, c'est une esclave. Bien sûr qu'elle ne sait pas. » Mais Hugo l'ignora, fixant Joséphine intensément. « Réponds-moi, mon enfant, as-tu écrit cette traduction ?» Le silence était électrique. Joséphine savait que mentir à Victor Hugo, l'homme dont elle admirait les œuvres depuis des années, serait trahir tout ce qu'elle croyait. Lentement, elle leva les yeux et hocha la tête. « Oui, monsieur, c'est moi. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû toucher à votre manuscrit. Je... » « Désolé ?» Hugo se leva brusquement, ses yeux brillants. « Tu as créé la meilleure traduction que j'ai jamais vue. Comment as-tu appris l'anglais? Et à lire et écrire? » « Seul, monsieur, en écoutant, en observant, en lisant en secret la nuit. » Madame Moreau devint écarlate. « Monsieur Hugo, cette esclave insolente a volé mes livres. Elle a fait ce que tout être humain intelligent ferait. Elle a cherché la connaissance. » Coupa Hugo fermement. « Madame Moreau, je vous fais une proposition. Prêtez-moi Joséphine. J'ai besoin d'elle pour traduire Les Misérables. Elle travaillera pour moi pendant quelques mois. En échange, je paierai généreusement pour ce service. Mais c'est ma propriété. Une esclave ne peut pas. Je paierai 1000 francs par mois. 3 mois de travail. 3000 francs. Acceptez-vous? » Madame Moreau hésita, calculant. C'était une fortune. Finalement, l'avarice l'emporta sur l'orgueil. « Très bien, mais elle reste ma propriété. Elle revient ici après. » Ainsi commença la collaboration la plus étrange et la plus secrète de la carrière de Victor Hugo. Joséphine fut installée dans un petit bureau adjacent à celui de Hugo, avec des piles de manuscrits et des dictionnaires dans cette langue. Chaque jour, Hugo lui apportait des passages des Misérables et les traduisait vers l'anglais, l'allemand et l'espagnol. « Joséphine, » dit Hugo après une semaine, lisant une de ses traductions allemandes, « tu ne traduis pas simplement. Tu comprends profondément ce que j'essaie de dire. »« Comment ? » ?»« Parce que je vis ce que vous écrivez, monsieur, » répondit-elle simplement. « Vos personnages qui souffrent de l'injustice, qui sont jugés non sur leurs actes mais sur leur naissance, qui luttent pour la dignité dans un monde qui la leur refuse, je les comprends parce que je suis eux. » Hugo resta silencieux longtemps. Puis il dit doucement, « Tu es peut-être la seule personne qui comprend vraiment mon œuvre. Continue, Joséphine. Donne vie à mes mots dans le monde entier. » Mais ce que ni Hugo ni Joséphine ne savaient, c'est que cette collaboration miraculeuse allait bientôt se heurter à des forces qui ne pouvaient tolérer qu'une esclave soit l'égal intellectuel des plus grands esprits de France. Chapitre 3. Les semaines suivantes furent les plus intenses et les plus gratifiantes de la vie de Joséphine. Chaque matin, elle arrivait au bureau privé que Hugo avait loué discrètement dans le Marais, loin des regards indiscrets. Elle passait 12 heures par jour immergée dans Les Misérables, traduisant passage après passage avec une fidélité et une sensibilité qui émerveillaient Hugo lui-même. « Écoute ceci », disait Hugo à son éditeur, M. Lacroix, lors d'une visite. Il lut la traduction anglaise de Joséphine du discours de l'évêque Myriel à Jean Valjean. N'est-ce pas magnifique? Elle a même trouvé un équivalent anglais parfait pour misérable qui conserve toute l'ambiguïté du français.
Lacroix, un homme d'affaires pragmatique de 45 ans, était impressionné mais méfiant. Qui est cette traductrice extraordinaire? Vous êtes très secret à son sujet. Elle préfère rester anonyme pour l'instant, mentit Hugo, sachant que révéler qu'elle était une esclave causerait un scandale qui pourrait compromettre toute la publication. Mais son travail parle de lui-même. Ce qui troublait profondément Joséphine, c'était le contraste déchirant entre son travail intellectuel et sa condition servile. Le jour, elle traduisait les plus belles réflexions de Hugo sur la justice, la liberté et la dignité humaine. Le soir, elle retournait chez Madame Moreau où elle était traitée comme un objet sans valeur. Les mots qu'elle traduisait pendant la journée résonnaient cruellement dans sa tête la nuit. Il n'est rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Mais pour elle, le temps était-il venu? Un jour, un incident révéla la fragilité de sa position. Elle travaillait sur un passage particulièrement complexe sur la rédemption quand la porte s'ouvrit brusquement. Monsieur Armand Dubois, un critique littéraire influé et ami de Hugo, entra sans prévenir. « Victor, je dois te parler de... » Il s'arrêta net en voyant Joséphine à son bureau, entourée de manuscrits. « Qui est cette négresse? Pourquoi est-elle assise à un bureau avec des manuscrits précieux ?» Hugo se leva immédiatement. « Protecteur. Armand, je te présente Joséphine. C'est ma traductrice, la meilleure que j'ai jamais eue. Ta traductrice. » Dubois éclata d'un rire incrédule et méprisant. « Victor, tu plaisantes? Une esclave noire qui traduit ton œuvre? C'est absurde. Qui va croire que... » Elle traduit mieux que tous les érudits de la Sorbonne réunis, coupa Hugo froidement. « Teste-la si tu ne me crois pas. » Dubois, piqué au vif, accepta le défi. Il sortit un livre de sa poche, un recueil de poèmes de Goethe en allemand. « Très bien. Traduis-moi ce poème. En français. Maintenant. » Joséphine prit le livre, lut silencieusement le poème pendant quelques secondes, puis récita de mémoire une traduction française qui non seulement capturait le sens mais reproduisait même la structure métrique et les rimes de l'original. Dubois pâlit. C'est impossible. Elle a dû mémoriser des traductions existantes. Alors donne-lui quelque chose qu'elle ne peut pas avoir mémorisé, suggéra Hugo calmement. Dubois écrivit rapidement quelques phrases complexes en anglais, mélangeant archaïsme shakespearien et argot moderne. Joséphine les traduisit instantanément en français parfait, puis, sur demande, en espagnol et en italien. Dubois était sans voix. « Comment est-ce possible » murmura-t-il finalement. « Parce que l'intelligence n'a pas de couleur de peau » répondit simplement Joséphine. « Parce que mon esprit est aussi capable que le vôtre, monsieur, même si la société refuse de le reconnaître. » Dubois partit troublé, mais le lendemain, Hugo reçut une lettre inquiétante de son éditeur. « Des rumeurs circulent que vous employez une esclave pour traduire Les Misérables. Cela pourrait devenir un scandale majeur. Les critiques conservateurs diront que l'œuvre est corrompue. Vous devez clarifier la situation immédiatement. » Hugo convoqua Joséphine dans son bureau, son visage grave. « Joséphine, nous avons un problème. La vérité sur ton identité commence à émerger. Mon éditeur me presse de te remplacer ou au minimum de cacher complètement ton rôle. » « Vous voulez dire m'effacer » dit Joséphine doucement, sans amertume, juste avec une résignation triste. « Utiliser mon travail mais prétendre qu'il vient de quelqu'un d'autre. Quelqu'un de blanc, quelqu'un de respectable. »« Je refuse » s'exclama Hugo avec passion. « Tu mérites la reconnaissance. Ton nom devrait apparaître sur chaque édition traduite. » Mais Joséphine sourit tristement. « Monsieur Hugo, vous êtes idéaliste, mais je suis réaliste. Si vous insistez pour me créditer, l'œuvre sera rejetée. Les Misérables ne seront jamais publiés internationalement. Votre message sur la justice et l'égalité ne touchera jamais le monde. Est-ce cela que vous voulez ?» Hugo se tordit les mains, déchiré entre ses principes et la réalité cruelle. Il doit y avoir un autre chemin. Il n'y en a pas. Mais je vous fais une proposition. Laissez-moi finir les traductions. Publiez-les sans mon nom. Mais promettez-moi 2 choses. Premièrement, utilisez votre influence pour me racheter à Madame Moreau et me libérer. Deuxièmement, écrivez quelque part, dans un journal, dans une lettre privée, la vérité sur qui a vraiment traduit votre œuvre, pour que l'histoire, un jour, puisse avoir. Hugo accepta, les larmes aux yeux. Mais même cette promesse serait difficile à tenir face aux forces qui allaient bientôt se déchaîner contre eux. Chapitre 4. Les 3 mois convenus touchaient à leur fin. Joséphine avait achevé l'impossible. Elle avait traduit l'intégralité des Misérables vers l'anglais, l'allemand et l'espagnol, créant des versions qui non seulement transmettaient le sens de Hugo mais capturaient aussi la poésie, l'émotion et la force morale de l'original français.
Les éditeurs étrangers qui reçurent les manuscrits furent stupéfaits de leur qualité exceptionnelle. « Victor, » écrivit l'éditeur anglais dans une lettre enthousiaste, « cette traduction est un miracle. Votre traducteur anglais est le meilleur que j'ai jamais vu. Qui est-ce? Je veux l'engager pour d'autres projets. » Hugo ne répondait jamais directement à ces questions, protégeant jalousement le secret de Joséphine. Mais à Paris, le secret devenait de plus en plus difficile à garder. Armand Dubois, malgré son respect forcé pour le talent de Joséphine, ne pouvait accepter qu'une esclave soit intellectuellement supérieure. Il commença à faire circuler des rumeurs malveillantes. « Hugo est devenu fou », murmurait-il dans les salons littéraires parisiens. Il prétend qu'une négresse esclave a traduit son œuvre magistrale. Soit il ment pour créer une histoire sensationnelle, soit elle a perdu tout sens de la raison. Ces rumeurs atteignirent finalement Madame Moreau, qui convoqua immédiatement Joséphine chez elle. « Est-ce vrai? Tu traduis vraiment pour Victor Hugo? Tu ne te contentes pas de nettoyer son bureau. »« C'est vrai, madame, » répondit Joséphine calmement. « J'ai traduit Les Misérables dans 3 langues. » Madame Moreau la gifla violemment. « Comment oses-tu me mentir depuis des années? Faire semblant d'être ignorante alors que tu lisais mes livres en secret? Tu m'as volé. Tu as volé ma confiance. »« Je n'ai rien volé, madame. J'ai simplement appris. Cela ne vous coûtait rien. » Silence. Madame Moreau tremblait de rage. « Tu ne travailleras plus pour Hugo. Tu restes ici, définitivement, et je vais vendre tous ces livres pour que tu ne puisses plus jamais les toucher. » Mais le lendemain, Victor Hugo se présenta personnellement à la demeure Moreau avec son avocat et un document officiel. « Madame, je suis venu racheter Joséphine. Voici 3 000 francs, comme convenu pour 3 mois de travail. Mais j'ajoute 7 000 francs supplémentaires pour acheter sa liberté complète et définitive. » Madame Moreau regarda les 10 000 francs étalés sur la table. C'était une fortune considérable, mais son orgueil résistait. Elle ne mérite pas la liberté. Elle m'a trompé. Elle a cherché la connaissance, ce qui est le droit naturel de tout être humain, répliqua Hugo fermement. Et elle a contribué à créer une œuvre qui changera peut-être le monde. Acceptez cet argent et libérez-la. Ou refusez et je rendrai public que vous avez emprisonné un génie simplement parce qu'elle avait la mauvaise couleur de peau. Choisissez. Madame Moreau, vaincue par la menace et tentée par l'argent, signa finalement les papiers d'affranchissement. Joséphine était libre, légalement, officiellement, définitivement libre. Mais la liberté n'apporta pas la reconnaissance. Quand Les Misérables fut publié simultanément en 4 langues en 1862, les éditions étrangères portaient la mention traduite de l'original français sans aucun nom de traducteur. Le travail monumental de Joséphine était invisible, effacé, attribué à personne et donc à tout le monde sauf à elle. « Je suis désolé, » dit Hugo à Joséphine dans son bureau, tenant les éditions publiées. « J'ai essayé d'insister pour que ton nom apparaisse, mais les éditeurs ont refusé catégoriquement. Ils disent que le public n'accepterait jamais qu'une ancienne esclave ait traduit une œuvre majeure de la littérature. »« Je sais, monsieur Hugo, je l'ai toujours su. » Joséphine toucha doucement les livres. « Mais quelque part dans le monde, des gens vont lire vos mots sur la justice et la rédemption dans ma traduction. Même s'ils ne connaissent jamais mon nom, mes mots toucheront leur cœur. C'est suffisant? »« Non, ce n'est pas suffisant, » s'exclama Hugo avec passion. Il sortit un journal intime de son bureau. « Je vais écrire la vérité ici. L'histoire complète de comment Joséphine, ancienne esclave de génie, a traduit Les Misérables. Un jour, le monde saura. Je te le promets. » Il écrivit effectivement. Des pages et des pages sur le talent de Joséphine, sur leur collaboration, sur l'injustice de son effacement. Mais ces pages restèrent privées, dans des journaux intimes et des correspondances qui ne seraient publiées que des décennies après sa mort, quand personne ne se souviendrait plus de Joséphine, quand son nom serait devenu une note de bas de page obscure que presque aucun historien ne remarquerait. Joséphine vécut encore 30 ans, travaillant comme traductrice indépendante sous différents pseudonymes masculins, car même libre, une femme noire ne pouvait signer son vrai nom. Elle traduisit Balzac, Dumas, Sand. Son travail était partout, mais son nom nulle part. Et quand elle mourut en 1885 à 53 ans, seuls quelques amis proches assistèrent à son enterrement. Les journaux ne mentionnèrent pas sa mort. L'histoire l'avait déjà oublié. Dies chapitre 5, les décennies qui suivirent la mort silencieuse et presque anonyme de Joséphine en 1885 confirmèrent tragiquement et irréfutablement ce qu'elle avait toujours su avec une lucidité douloureuse. Le monde n'était absolument pas prêt à reconnaître, à accepter, ou même simplement à considérer la possibilité qu'une femme noire anciennement esclave, née dans les chaînes de l'oppression la plus brutale, avait contribué de façon absolument déterminante et irremplaçable à l'une des plus
Grandes œuvres monumentales de toute la littérature mondiale. Les éditions successives des Misérables continuèrent inexorablement à être publiées et rééditées dans des dizaines puis des centaines de langues différentes à travers le monde entier. Les traductions magistrales de Joséphine servant de base fondamentale et de référence incontournable à de nombreuses versions ultérieures dans d'autres langues encore. Mais son nom ne figura jamais, au grand jamais, nulle part sur aucune page, aucune couverture, aucune préface, aucune note de bas de page. Victor Hugo mourut en mai 1885, la même année exactement que Joséphine, dans des circonstances radicalement, cruellement différentes qui soulignaient avec une ironie amère les inégalités profondes qu'il avait passé sa vie à dénoncer dans ses écrits. Lui, le grand écrivain célébré, eut des funérailles nationales absolument grandioses et spectaculaires. Avec environ 2 millions de personnes massées dans les rues pavées de Paris pour lui rendre un dernier hommage, le Panthéon lui fut ouvert solennellement pour accueillir sa dépouille parmi les plus grands hommes de France. Elle, Joséphine, fut enterrée discrètement, presque secrètement, dans un cimetière modeste et oublié du nord de la ville, sa tombe marquée simplement, pauvrement, d'une inscription minimaliste « Joséphine, 1832 à 1885 », sans même un nom de famille complet, car les esclaves n'en avaient traditionnellement jamais eu, cette absence de patronyme symbolisant cruellement son effacement systématique de l'histoire et de la mémoire collective. Mais Victor Hugo, malgré toutes les compromissions qu'il avait dû accepter pour publier son œuvre, avait tenu partiellement mais sincèrement sa promesse solennelle à Joséphine. Dans ses journaux intimes volumineux et détaillés, publiés très progressivement et partiellement entre 1900 et 1950 par ses descendants et ses exécuteurs littéraires, il y avait des passages explicites, émouvants, bouleversants sur Joséphine et son rôle crucial dans la création des éditions internationales des Misérables. J'ai rencontré aujourd'hui le génie dans sa forme la plus pure, la plus authentique et la plus injustement méprisée, écrivait-il avec une émotion palpable en mars 1855, juste après leur première vraie collaboration. Une jeune femme noire, actuellement esclave de Madame Moreau, qui possède un don linguistique exceptionnel que je n'ai jamais vu égaler en 53 ans d'existence et 30 ans de carrière littéraire. Elle ne traduit pas mécaniquement avec sa tête, appliquant froidement des règles grammaticales, mais organiquement avec son âme, ressentant profondément chaque mot, chaque phrase, chaque émotion que j'ai voulu transmettre. Plus loin, en juin 1855, après qu'elle eut achevé la traduction anglaise complète, Joséphine a terminé la traduction anglaise aujourd'hui. En la lisant attentivement, ligne par ligne, j'ai pleuré. Elle a fait vivre mes personnages torturés en anglais aussi intensément, aussi authentiquement qu'ils vivent en français dans ma version originale. Comment le monde peut-il être si profondément, si criminellement aveugle pour ne pas voir, ne pas reconnaître qu'elle est mon égale intellectuelle, peut-être même ma supérieure dans l'art subtil et complexe de la langue et de la traduction poétique. Et en septembre 1862, juste après la publication internationale triomphante, les critiques littéraires parisiens et étrangers louent avec enthousiasme les traductions exceptionnelles des Misérables dans toutes les langues, les qualifiant de remarquables, de magistrales, sans jamais savoir, sans jamais imaginer qu'elles sont l'œuvre exclusive d'une femme qu'ils refuseraient même de saluer poliment dans la rue s'ils la croisaient, d'une femme qu'ils considéraient comme inférieure par nature. L'ironie est amère, presque insupportable. Mon œuvre monumentale, qui dénonce avec passion l'injustice sociale systémique, perpétue elle-même une injustice criante et révoltante en effaçant complètement Joséphine. Je ne peux pas me pardonner cette lâcheté morale, même si je sais rationnellement que c'était le seul moyen pragmatique de publier l'œuvre et de faire passer mon message au monde. Ces passages poignants furent effectivement lus par quelques rares chercheurs littéraires spécialisés au fil des décennies suivantes, mais la très grande majorité d'entre eux les ignorèrent complètement ou les considérèrent comme des anecdotes mineures, des détails biographiques sans importance réelle pour la compréhension de l'œuvre elle-même. Quelques-uns notèrent brièvement dans des notes de bas de page académiques obscures qu'une certaine Joséphine avait apparemment aidé Hugo avec des traductions, mais sans jamais approfondir, sans jamais chercher à en savoir plus sur cette femme mystérieuse. Ce n'est qu'en 1985, exactement un siècle complet après sa mort dans l'anonymat, qu'une jeune chercheuse brillante et déterminée afro-française nommée Marie Konaté, alors doctorante en littérature comparée à la Sorbonne, découvrit par hasard dans les archives poussiéreuses et mal cataloguées de la Bibliothèque nationale de France une lettre absolument extraordinaire écrite de la main même de Joséphine à Victor Hugo en juillet 1860, 5 ans après leur collaboration initiale et 2 ans avant la publication finale. Cher Monsieur Hugo, écrivait Joséphine dans une calligraphie élégante et précise. Vous m'avez demandé récemment, lors de notre dernière rencontre dans votre bureau, si je regrette amèrement de ne pas être publiquement crédité pour les traductions monumentales que j'ai réalisées. Je vous réponds avec toute l'honnêteté dont je suis capable, je ne regrette absolument rien.
J'ai fait ce travail colossal non pas pour la gloire personnelle ou la reconnaissance publique, mais parce que vos mots magnifiques méritaient profondément de vivre dans toutes les langues possibles, de toucher tous les cœurs humains, quelle que soit leur origine. Vous écrivez avec passion et vérité sur les misérables, les oubliés, les invisibles de ce monde cruel. Je suis une d'eux. Peut-être est-il même approprié et symbolique que mon nom soit oublié aussi, que je reste invisible comme ceux dont vous racontez l'histoire. La lettre continuait. Mais je vous demande instamment ceci, et c'est la seule chose que je vous demanderai jamais. Si un jour, dans un futur lointain que je ne verrai certainement jamais de mes yeux mortels, le monde devient enfin assez juste, assez évolué, assez humain pour que l'origine géographique ou la couleur de peau ne détermine plus automatiquement la valeur intrinsèque d'une personne, racontez mon histoire à quelqu'un. Écrivez-la quelque part où elle pourra être préservée. Pas pour me glorifier moi personnellement, ce n'est pas ce que je cherche, mais pour rappeler solennellement à tous que combien de génies ont été perdus, combien de voix ont été étouffées, combien de contributions essentielles ont été effacées, simplement parce qu'elles appartenaient au mauvais corps, aux mauvaises couleurs de peau, aux mauvaises origines sociales. Racontez mon histoire pour qu'elle représente symboliquement les milliers, les millions d'autres histoires qui ne seront jamais racontées, jamais connues, jamais reconnues. Marie Konaté, lisant cette lettre bouleversante dans la salle de lecture silencieuse de la Bibliothèque nationale, pleura ouvertement, ses larmes tombant sur les photocopies qu'elle prenait. Elle comprit immédiatement qu'elle avait découvert quelque chose d'absolument capital, une histoire qui devait être racontée, un génie qui devait être ressuscité de l'oubli injuste. Elle passa les 3 années suivantes de sa vie à mener des recherches obsessionnelles et exhaustives, fouillant méticuleusement dans des dizaines d'archives différentes. Correspondances privées de Victor Hugo dispersées dans plusieurs bibliothèques européennes, registres paroissiaux de naissance et de décès, documents d'affranchissement dans les archives coloniales, témoignages de contemporains dans des journaux intimes oubliés. Pièce par pièce, fragment par fragment, elle reconstitua patiemment la vie complète de Joséphine. Sa naissance en 1832 dans une plantation de canne à sucre en Haïti, son arrivée en France à 10 ans comme esclave domestique, ses années d'apprentissage clandestin, sa collaboration miraculeuse avec Hugo, sa liberté acquise, ses décennies de travail de traduction sous pseudonyme masculin, sa mort solitaire en 1885. Marie publia finalement son œuvre en 1987, un livre académique mais accessible de 450 pages intitulé Joséphine, la traductrice oubliée de Victor Hugo, une biographie de l'effacement. Le livre fut publié par une petite presse universitaire progressiste et créa une petite sensation limitée dans les milieux académiques spécialisés en études postcoloniales et en histoire littéraire. Des recensions élogieuses apparurent dans quelques revues académiques prestigieuses. Marie Konaté a ressuscité brillamment une figure injustement oubliée, écrivit Le Monde des livres. Cette biographie méticuleuse nous force à reconsidérer qui crée réellement la littérature et qui reçoit le crédit. Libération titrait « La femme invisible derrière les misérables ». Le livre remporta même le prix de la biographie historique en 1988. Mais malgré cette reconnaissance académique, l'impact populaire resta désespérément limité. Le livre fut lu principalement par des spécialistes, des chercheurs, des étudiants en littérature. Il se vendit à environ 3000 exemplaires, un succès modeste pour un livre académique, mais une goutte d'eau dans l'océan comparé aux millions d'exemplaires des Misérables vendus chaque année dans le monde. Les grandes éditions populaires et commerciales des Misérables continuèrent obstinément à ne pas mentionner Joséphine. Les préfaces écrites par des critiques célèbres continuèrent à attribuer vaguement les traductions à des traducteurs anonymes ou simplement à ne pas en parler du tout. Les manuels scolaires français, lorsqu'ils enseignaient les Misérables dans les lycées, ne parlèrent absolument pas d'elle. Elle resta une note de bas de page académique obscure, une curiosité historique intéressante peut-être mais facilement oubliable pour la grande majorité des lecteurs. Marie Konaté elle-même, frustrée par ce manque d'impact, essaya pendant des années de faire reconnaître officiellement Joséphine. Elle lança une pétition en 1990 pour qu'une plaque commémorative soit installée sur la maison où Joséphine avait vécu. La pétition recueillit 2000 signatures mais fut finalement rejetée par la mairie de Paris, faute de preuves suffisamment solides de l'importance historique du personnage. Elle proposa en 1995 que le nom de Joséphine soit ajouté au crédit des éditions françaises officielles des Misérables. Les éditeurs refusèrent poliment, arguant que cela créerait un précédent compliqué pour d'autres œuvres classiques dont les traducteurs originaux sont inconnus. Elle organisa en 2002 un colloque académique international intitulé « Les traducteurs invisibles, Joséphine et l'histoire cachée de la littérature ». 50 chercheurs y participèrent. Des communications brillantes furent présentées, mais aucun grand média n'en parla. Le colloque resta confiné aux cercles académiques. Aujourd'hui encore, en 2025, presque 140 ans après sa mort,
Presque personne dans le grand public ne sait qu'une femme noire anciennement esclave a traduit avec génie l'une des œuvres les plus universellement lues et admirées de tous les temps. Quand des millions de personnes dans le monde anglophone lisent Les Misérables en anglais et pleurent authentiquement sur le destin tragique de Jean Valjean ou de Fantine, ils lisent en réalité les mots soigneusement choisis de Joséphine sans le savoir, sans même imaginer son existence. Quand ils sont profondément touchés par la beauté particulière de la prose anglaise, par la façon dont certaines phrases résonnent émotionnellement, c'est son génie linguistique unique qu'ils admirent inconsciemment sans jamais le reconnaître formellement. Il existe aujourd'hui une petite rue dans le 20e arrondissement de Paris, inaugurée en 2015 après 30 ans de campagne menée par Marie Konaté et ses successeurs, qui porte le nom rue Joséphine, traductrice. Mais même les Parisiens qui empruntent cette rue quotidiennement ne savent généralement pas qui elle était. La plaque explicative installée en 2015 a été vandalisée en 2017 et jamais remplacée par manque de budget municipal. L'histoire douloureuse et injuste de Joséphine nous rappelle une vérité profondément dérangeante et difficile à accepter. Combien d'autres génies absolus ont été systématiquement effacés de l'histoire officielle? Combien de contributions absolument essentielles à notre culture collective, notre science, notre art, notre littérature, notre musique, ont été réalisées par des personnes dont les noms ont été volontairement, délibérément oubliés, supprimés, effacés parce qu'ils ne correspondaient pas à ce que la société dominante considérait comme digne de mémoire et de reconnaissance? Combien de femmes brillantes ont vu leurs découvertes scientifiques attribuées à leurs collègues masculins? Combien d'artistes noirs ont créé des œuvres magistrales, signées ensuite par des blancs? Combien d'inventeurs pauvres ont vu leurs innovations volées par des riches qui avaient les moyens de les breveter? Combien de voix ont été étouffées non pas parce qu'elles n'avaient rien à dire, mais parce que personne ne voulait les écouter? Victor Hugo écrivait avec conviction que rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Mais Joséphine nous enseigne amèrement que même les idées les plus puissantes, même les talents les plus exceptionnels peuvent être complètement étouffés, totalement effacés s'ils viennent des mauvaises bouches, des mauvais corps, des mauvaises origines. Son histoire est un rappel permanent et douloureux que l'histoire officielle que nous connaissons, que nous apprenons à l'école, que nous transmettons à nos enfants, n'est qu'une fraction minuscule de l'histoire réelle et complète, et que dans les mares volontairement effacées, dans les notes de bas de page jamais lues, dans les archives poussiéreuses jamais consultées, se trouvent peut-être les histoires les plus importantes de toutes, les histoires qui pourraient vraiment nous apprendre quelque chose sur la nature humaine, sur l'injustice, sur le génie méconnu. Si vous lisez Les Misérables aujourd'hui en anglais, en allemand, en espagnol, souvenez-vous de Joséphine. Souvenez-vous que ces mots magnifiques que vous lisez ont été choisis par une femme qui connaissait intimement l'oppression que Hugo décrivait. Souvenez-vous qu'elle a donné sa voix à ceux qui n'en avaient pas, même si sa propre voix a été effacée. Et demandez-vous, qui d'autre a été oublié? Quelles autres histoires attendent encore d'être découvertes, racontées, reconnues? L'histoire de Joséphine ne se termine pas vraiment. Elle continue chaque fois que quelqu'un lit Les Misérables dans une traduction qu'elle a créée. Elle continue chaque fois qu'un chercheur découvre un nom effacé dans une archive oubliée. Elle continue chaque fois que nous nous rappelons que l'histoire officielle n'est jamais toute l'histoire, et que les véritables héros sont souvent ceux dont personne ne connaît le nom. Et ainsi se termine une autre histoire d'époque passée. Abonnez-vous à la chaîne et suivez de nouvelles histoires qui émeuvent, inspirent et transforment.